Le brief d'entrée, c'était les données valorisées qui orientent les stratégies marketing. Donc j'ai prévu 10 minutes de présentation. C'est vrai qu'on travaille avec pas mal d'entreprises sur pas mal de sujets qui ont été abordés ici. Donc je pense qu'on va garder pas mal de temps plutôt pour les questions et les réponses que pour la présentation formelle. En 10 minutes, aborder le sujet est toujours un peu compliqué. Donc j'ai essayé de faire une synthèse rapidement. Donc au niveau de soft, on est un peu au cœur du réacteur du sujet d'aujourd'hui, hein, puisqu'on s'est spécialisé sur la chaîne de valeur, améliorer la relation client, le CRM au sens large, en s'appuyant sur les canaux digitaux et sur la data, ce qui nous a amené à assembler des populations un peu hétéroclites, avec d'un côté ce qu'on appelle aujourd'hui des data scientists, des gens qui vont secouer la donnée pour en tirer de la connaissance, des gens qui sont plutôt dans le monde des technologies de l'information et qui vont permettre de relayer cette connaissance en la transformant en action dans les canaux, notamment digitaux. Et puis des gens qui sont plus sur la partie marketing, parce que c'est toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On sort un beau modèle, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on insiste sur tel segment, ou est-ce qu'au contraire, on se replie pour aller sur tel autre segment? C'est des questions qui restent du domaine du marketing. Voilà, on travaille avec pas mal d'entreprises, notamment françaises, et on est assez présent, je dirais, dans le monde des services financiers, donc banque, assurance, très présent dans le monde du retail, spécialisé et grande distribution. Et on est également assez présent dans le monde des services, télécom, utilities, les GDF, etc., les SNCF et tout ça. Voilà, donc on a une vision assez large du sujet. Donc les 400 personnes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 informaticiens, une centaine d'opérateurs, comment dire, de data scientists, hein, c'est des matheux qui sortent des modèles. Et puis le reste, c'est des gens qui travaillent plutôt sur de la MOA et du marketing, hein, et de la mise en œuvre de programmes relationnels. Voilà. Donc, pour introduire tout ça, c'est dire finalement, il n'y a pas une grande révolution. Le marketing, ça a toujours été la même histoire, qu'on parle d'audience, qu'on parle de médias ou qu'on parle de CRM. En gros, il y a une stratégie, c'est qu'est-ce que je veux faire, où je veux me développer. Et ça, c'est le point de départ, c'est toujours la même histoire. Il y a cette stratégie qui se décline en action, hein, c'est un plan d'action avec un certain nombre d'actions à mener, notamment autour des clients ciblés, mais pas seulement, hein, puisqu'il y a du non-adressé. Ces actions, elles vont générer de la donnée. Alors c'est de la donnée d'audience, c'est de la donnée d'exposition, ou c'est de la donnée de transaction dans le domaine du retail, par exemple, ou des ventes de contrats d'assurance. Ces données, derrière, on va les analyser, on va essayer d'en tirer un petit peu d'insight. Ces analyses, elles vont nous permettre d'extraire de la connaissance, telle cible a mieux réagi que telle autre. Les clientèles qui achètent des tenues à carreaux aiment bien les tabliers à fleurs, etc., etc. Et ça va nous permettre d'affiner le plan d'action et de rentrer dans une boucle et un cercle vertueux pour avoir un meilleur ROI marketing, Return on Marketing Investment, ou ROMI, comme l'appellent les Américains. Donc voilà, on est dans cette boucle-là. Maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre d'accélérations qui nécessitent de voir un petit peu différemment les choses et de se poser des questions un peu différemment. Alors le premier, c'est la digitalisation au sens large, on en avait parlé. On est dans un monde de rupture avec une révolution digitale et l'apparition du temps réel et de l'instantanéité. On a parlé de 25% de RTB aujourd'hui, donc il y a 25% des médias digitaux qui sont achetés comment dire, en temps réel. Moi, mes clients maintenant, ils me demandent de rescorer des clients en moins de 0,14 secondes. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site, pendant que la page s'affiche, moi, mon challenge, c'est de savoir si vous allez acheter tel ou tel produit et savoir qu'est-ce que je vais vous pousser comme crédit, comme produit, comme lave-vaisselle ou autre. Et donc, on est dans un monde de l'instantanéité, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 3-4 ans. Le deuxième sujet, c'est, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la génération de données, l'autogénération de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je travaille avec, par exemple, je sais pas, un fournisseur un Darty ou un boulanger ou des gens comme ça, ou même des Leclerc, hein, je vais aller piocher dans ce que vous laissez, vous, comme information sur leur page de fans, dans vos blogs, etc., pour venir enrichir la connaissance que j'ai de vous et la connaissance que j'ai des marchés pour derrière affiner mon offre. Alors quand je dis c'est des marchés, c'est-à-dire que c'est pas seulement du traitement de données pour dire qui vous êtes et qu'est-ce que je vais vous vendre, c'est aussi, par exemple, pour analyser des corrélations entre les mots que vous laissez sur les blogs, pour me rendre compte que j'ai un problème avec les vendeuses dans le magasin de la marque Beaumanoir, je ne vais pas donner de nom, mais au fin fond de la Manche. Et à partir de là, j'ai peut-être un programme de formation enclenché. Donc j'ai pas seulement des actions basées sur le social en termes d'interaction, mais j'ai aussi des actions sur les processus.
La troisième révolution, c'est la mobilité, qui est à la fois, pour nous, vu de la data, un générateur de données. Je vous invite à aller voir la nouvelle page Google de vos données privées. Si vous allez sur la géologue et que vous avez allumé Maps d'une manière ou d'une autre, vous allez vous voir vous promenez jour après jour, vous allez voir tous les trajets que vous avez fait. C'est des informations qui sont a priori stockées par Google, accessibles, et sur lesquelles nous, on est aussi amenés à travailler. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une app et que vous ouvrez l'app de Leroy Merlin dont on gère le programme relationnel, on récupère la donnée, on sait dans quel rayon vous êtes, et en fonction du rayon où vous êtes et de ce que vous avez acheté et de vos profils, etc., on va plutôt vous emmener voir les vis ou voir les tringles à rideau. Donc toutes ces données de localisation, on est de plus en plus en train de les exploiter, et ça change vraiment le marketing. Donc c'est le contextuel. Et puis le big data, là, tout à l'heure on parlait de qu'est-ce que ça change sur les données de big data. Il faut juste voir, le big data, pour faire simple, c'est je pousse les traitements vers les données au lieu de récupérer les données pour leur appliquer un traitement. Ça veut dire que, comme le disait tout à l'heure Arnaud, c'est si j'ai besoin de rajouter 100 serveurs de plus et de passer de 100 à 200 serveurs, je vais réduire par 2 les temps de traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des techniques d'analyse statistique qui avant étaient des pures théories de l'esprit, parce que c'était des systèmes complètement itératifs, il fallait tourner 1000 fois le même modèle pour arriver à affiner les trucs. Aujourd'hui, j'ai des trucs dans les gradients de boosting, moi je suis pas matheux, hein, mais les gradients de boosting, les forests, les techniques d'analyse de forêt, etc. C'est des trucs dans lesquels on n'arrête pas de faire retourner le même modèle des milliers de fois, et au fur et à mesure, on arrive à des niveaux de performance qui sont incomparables avec ce qu'on avait avant. Donc on a, avec le big data, des ouvertures sur lesquelles, si on a besoin de plus il n'y a plus de limite aux puissances de calcul. C'est-à-dire que si j'ai besoin de multiplier par 100 la vitesse de traitement ou par 100 le nombre de traitements, je peux, en mettant les moyens, bien sûr, y arriver. Donc ça ouvre des horizons qui étaient avant complètement impossibles. Il y a 10 ans, on travaillait pour la Redoute, on croisait tous les produits avec tous les produits pour voir les associations. Ça dépassait les capacités mémoire des ordinateurs de l'époque, donc on était obligé de découper le problème en tranches, et donc on n'avait pas de solution à proprement parler. Quand on gérait, on a géré les 15 millions de la Banque Postale de clients pendant 7 ou 8 ans, où on analysait le détail des transactions. On n'analysait jamais globalement, on analysait localement les cartes de crédit ou le compte courant, ou un petit peu des deux, mais jamais l'ensemble. Aujourd'hui, s'il y a besoin, on fait. Donc ça a un petit peu changé tout ça. Alors les données, on en a parlé rapidement, on va voir plutôt les usages. Donc on a parlé du socio-démo, ça c'était du questionnaire, du socio-démo. Derrière, on a eu des informations de transactions. C'est devenu monnaie courante, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on gère, par exemple, toutes les transactions que vous mettez derrière Système U, Leclerc ou Casino. Elles arrivent chez nous, elles sont analysées en temps réel, et on personnalise le pied de vos tickets. Et tout ça, ça se fait pendant que le ticket s'imprime. Donc ça, c'est du classique. Maintenant, on commence à avoir des informations plus intéressantes sur lesquelles on peut tirer plus de valeur ou rajouter des points à vos profils ou aux individus, aux personnes. C'est des points, par exemple, sur le parcours, hein. Donc je vais attraper le weblog, je vais l'historiser, et puis moi, comme je viens du CRM, je n'ai pas besoin de dire que je m'interdis de lier des données d'audience et des données de CRM. Je le match, alors sous réserve d'opt-in, etc., mais j'essaie de créer des ponts entre les informations de navigation ou d'ID sur les réseaux sociaux, et puis qui vous êtes dans mon CRM ou dans mon SAP. Donc des données de navigation qui vont m'aider à parfaire la compréhension de votre profil. Des données géologues, on en a parlé, tout ce que vous postez sur mes pages notamment, ou tout ce que vous laissez comme information sur le social en utilisant des jeux et autres, sont des informations sur lesquelles je vais m'appuyer pour le profil. En retail notamment, mais pas seulement, hein, puisqu'on va voir avec des transporteurs dans les hôtels, etc., qu'on commence à travailler là-dessus, on capte aussi des éléments de beaconing qui nous permettent de tracer la navigation physique. Alors, via votre téléphone, il y a plein de techniques et c'est pas discriminant, mais on va utiliser ces informations-là, soit de manière anonyme pour optimiser de l'espace, hein. Par exemple, ici, c'est un centre commercial, on voit il y a des zones rouges, des zones vertes, des zones bleues. Les zones bleues sont froides, donc a priori, j'aurai des problèmes pour les louer, ou en tout cas, je vais les louer un peu moins cher, je vais avoir des rendements sur mes capitaux inférieurs. Si j'arrive à trouver des solutions pour rendre rouges mes zones bleues, je vais pouvoir augmenter les loyers, et donc mon actionnaire sera plus content. J'ai des éléments d'usage, hein, c'est-à-dire on a parlé des objets connectés, c'est une chose, mais ne serait-ce que la souris et la vitesse à laquelle vous déplacez la souris sur un bandeau est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter.
Le terminal que vous utilisez est aussi une information qu'on peut, dans certains cas, exploiter. Il y a un test très amusant à faire. Vous allez sur hotel.com, vous prenez un Mac, un PC, vous videz tous les cookies et vous regardez, vous faites une recherche et vous allez voir les prix qui sortent, c'est pas les mêmes. Parce qu'il y a un Mac d'un côté, il y a un PC de l'autre. Et si vous allez plus ou moins vite avec la souris, sur certains sites, à l'époque c'était booking.com je crois, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes prix non plus. Bon. Voilà. Et après, il y a tous les éléments de cercle relationnel. C'est-à-dire qu'on a parlé de graphes tout à l'heure, mais une base de données graph, elle nous permet très simplement de dire je voudrais trouver toutes les entités qui sont à moins de 2 unités de distance, par exemple, de telle personne. Ce qui permet de créer des grappes de clients. Et par exemple, dans les telcos, on va trouver les gens qui s'appellent beaucoup ensemble, créer des tribus, et dans ces tribus, voir les leaders d'opinion, ceux qui ont acheté le plus vite le dernier iPhone ou le dernier Apple Watch, et à partir de là, leur faire déployer un marketing, de ce qu'on appelle un marketing d'ambassadeur. On va les traiter un peu à part, en espérant qu'ils vont parrainer, prescrire, etc. Voilà. Donc on a tout un tas de données, et chacune de ces données, elle a des usages assez intéressants. Donc, en termes d'usage, donc le big data, c'est la capacité de repousser complètement les limites des traitements et du volume et de la rapidité des traitements. C'est à la fois, il y a du big et il y a du fast. Hein. Il ne faut pas l'oublier parce que souvent, dans les confs, on dit oui, c'est génial, on peut traiter des pétas de données. Donc oui, on traite des pétas de données, mais on peut traiter aussi, sous contrainte de temps de réponse, à des vitesses 10 fois, 100 fois supérieures à ce qu'on aurait avec un SGBD traditionnel. Donc ça permet d'aller très très vite. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça change notamment, je ne sais plus, j'avais entendu une question tout à l'heure sur qu'est-ce que ça change. Ça change qu'on est en train de démocratiser l'accès à la donnée. La tendance de fond, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez croiser des données de météo de AccuWeather avec les données de transactions de vente et le panel Nielsen, vous faites ça, comment dire, très facilement. Deuxième axe sur les connaissances, c'est qu'on a maintenant des outils de ce qu'on appelle DataVis qui permettent de faire émerger visuellement du sens à partir de la donnée sans avoir besoin d'être statisticien Bac plus 17. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'avant, il fallait effectivement venir chez Soft, payer des honoraires de Bac plus 17 pour comprendre ce que disait la donnée. Aujourd'hui, bon, ok, tout le monde fait une régression, en tout cas, c'est pas le plus compliqué, mais dès qu'on rentre dans des modèles un peu compliqués, il y a une partie du travail qui peut être fait par des gens qui utilisent des outils de DataVis parce que ces outils rendent la donnée accessible. Ce qui est possible aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des tas de méthodes théoriques qui étaient présentes enfin en tout cas qui étaient en théorie publiées au MIT ou je ne sais où, et simplement c'était des purs concepts parce qu'on n'avait pas la capacité de traitement. Aujourd'hui, toutes ces techniques, alors regardez, cherchez le mot boosting, booster, boost en statistique et vous allez voir apparaître des tas de théories, des tas d'algorithmes qui sont en train d'arriver sur le marché sous forme de traitement. Vous avez des librairies R ou des librairies SAS ou SPSS qui mettent en œuvre ça, c'est-à-dire qu'elles découpent le problème, elles le poussent vers la donnée et puis chaque ordinateur big data chaque data node comme on l'appelle, va faire son boulot et puis remonter le résultat. Et du coup, on a accès à des puissances de calcul incroyables qui permettent d'accéder et de faire tourner ces modèles-là qui sont beaucoup plus performants. Le machine learning, donc ça c'est également une grosse tendance, elle se démocratise. Allez voir par exemple Amazon ou Microsoft, vous avez des boîtes à outils qui vous permettent de dessiner graphiquement l'application d'un réseau de neurones ou d'un moteur de Bayes ou d'une régression nuée dynamique et derrière d'en générer un web service que vous allez coller derrière un site web et tout ça avec des flèches et des boîtes. Alors après, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, parce que si vous faites un moteur de recommandation qui fait le contraire de ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de paramétrage, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Mais en tout cas, il n'y a plus vraiment de barrière à l'entrée sur le machine learning aujourd'hui. Et comme en plus, il y a des puissances de traitement, ça nous permet, par exemple, le moteur de recours de la FNAC, on est sous contrainte de 0,1 seconde juste pour traiter une liste de produits en entrée, croiser ça avec tous les autres produits qu'il y a à la FNAC, et croyez-moi qu'il y en a beaucoup, pour ressortir une liste de produits en sortie qui seront ceux qu'on va vous recommander. On a moins d'un dixième de seconde pour faire le calcul et on y arrive sur des centaines de milliers de croisements. Et ça s'auto-adapte en permanence parce qu'on n'a pas le temps de le voir. Le text mining, ça a été beaucoup évoqué ici, hein, mais donc il y a des outils de tokenisation sémantique, même de phonétique qui permettent de traiter la voix, de la transformer en mots, ces mots d'enlever tout ce qui ne veut rien dire, de regrouper des familles, de leur donner du sens.
à partir de thésaurus. Alors leur donner du sens, il y a quand même un peu d'approche manuelle, je pense que bien placé pour le savoir, mais par exemple, moi je travaille pour Sony et pour Fnac. Bon, Xperia, d'un côté, ça a une signification, c'est un produit de la gamme Sony. Pour la Fnac, ça a une autre signification. Donc ça se situe dans un autre univers, il faut décrire l'univers, décrire des associations, etc. Mais une fois que c'est fait, derrière, on peut donner du sens à du texte, à des commentaires laissés sur les produits ou autres. Ce qui est d'autant plus important que tout le e-commerce pratiquement fait son beurre sur les places de marché dans lesquelles il y a beaucoup de contributions éditoriales des internautes. Le dernier truc qui peut faire un petit peu peur, mais qu'on commence à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'avec ces capacités de traitement, on a aussi accès à des capacités d'analyse de données non structurées, notamment de données d'image, ce qui permet, par exemple, de reconnaître, vous l'avez vu sur Google ou sur Facebook, à partir du moment où vous faites de l'opt-in, il vous reconnaît dans les différentes photos, il vous tag si vous lui donnez l'autorisation, mais ça peut servir à d'autres choses. Par exemple, à regarder dans un centre commercial la tête des gens, ils sont contents, ils ne sont pas contents, et en fonction de la tête qu'ils ont, présenter sur le panneau interactif une pub A ou une pub B, par exemple. C'est des choses qu'on teste aujourd'hui sur des centres commerciaux. Voilà. Donc il y a pas mal de connaissances, c'était le thème premier de ce qu'on avait convenu de discuter ensemble, il y a pas mal de connaissances qui devient effectivement applicable. Alors qu'est-ce qui a changé en termes d'action, puisqu'on a vu la connaissance. En termes d'action, c'est l'accès aux données de détail. Vous pensiez que votre banquier, il y a quelques banquiers ici, analysait le détail de votre compte courant pour savoir si vous achetiez des pizzas, vous alliez au golf ou autre. Eh bien non, la plupart du temps, ils ne le faisaient pas encore. Aujourd'hui, ils ont les moyens de le faire. Il y a une réglementation qui leur permet, dans une certaine mesure, de le faire un peu. Et c'est la première année où on voit, alors je ne vais pas citer des banques, mais les banques commencent à se mettre à l'analyse du détail du compte, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Le détail des transactions, je vous ai cité, on a à peu près 40% de la GSA sur lequel on travaille. On travaille sur la ligne de tickets, c'est-à-dire la ménagère, quel jour elle a acheté, à quelle heure, qu'est-ce qu'elle a acheté. Et derrière, on est capable pratiquement de deviner ou d'imaginer de quoi elle aura besoin le coup d'après. Donc données de détail, ça c'est en termes d'usage une première évolution. Le temps réel, on en a pas mal parlé, mais c'est, je vous dis, derrière une page web, derrière une caisse, derrière un bandeau, on est sur des applications temps réel et auto-apprentissantes. C'est-à-dire que le moteur de recommandation d'Amazon, le moteur de recommandation de la Fnac ou autre, il recalcule à la volée. C'est-à-dire qu'en fonction de la page que vous voyez, chaque fois que vous voyez une nouvelle page, chaque fois que vous répondez à une sollicitation, il va le prendre en considération pour recalculer ce qui va vous être proposé. Donc usage important aussi, c'est le prédictif, on a pas mal parlé, mais aujourd'hui avec les capacités de traitement qu'on a, on est capable de faire des modèles prédictifs très très fins, pratiquement à l'individu. Et ça c'est quelque chose de relativement nouveau. Et donc notamment en prédictif, on est capable d'assembler, et ça c'est intéressant en pilotage, d'assembler le passé et le futur, et donc d'avoir une continuité de la vision des évolutions, que ce soit en termes de segments de clients, que ce soit en termes de vente ou autre. Bon, l'accès aux données non structurées, on a parlé de données textuelles, ça c'est la première étape, et derrière on a des données images et vidéos. Par exemple, on est amené pour certains distributeurs à croiser les corrélations entre les identifiants des vendeuses et les identifiants des porteurs de cartes, et lorsqu'il y a des associations aberrantes, c'est-à-dire qu'il y a probablement une collusion, une fraude ou autre, de recroiser ça avec des éléments vidéo pour regarder dans la vidéo s'il ne se passe pas des choses. Voilà. Donc ça, c'est des exemples où on va même dans la vidéo. Dans le web analytique et dans la partie real-time bidding, on a des clients, par exemple, en éditorial comme M6. Vous savez, M6, ils ont plein de sites pour chaque émission qu'ils font. Donc il y a des sites de voitures, de déco, etc. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur des pages que vous regardez pour savoir si vous regardez une page de voiture allemande ou une page de voiture française et en conséquence adapter la communication. Donc ouverture sur l'extérieur, c'est d'aller chercher de la donnée, de la croiser. Nous, on travaille avec un gros transporteur, un leader en transport, je ne vais pas citer le nom, pour lequel on croise les données de voyage, les données de remplissage, donc des moyens de transport, et les données météo pour regarder dans quelle mesure on peut moduler les prix en fonction des prévisions météo de la fin de semaine. Donc l'idée, c'est de dire, si on pense qu'il va faire beau, on peut augmenter un peu les prix pour améliorer le taux de remplissage, le yield. L'autonomie, donc c'est lié à la démocratisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire avec des outils de productivité qui sont sans commune mesure avec ce qu'on avait avant. Et puis, le dernier point en termes d'usage, c'est l'hybride, c'est-à-dire de croiser de la donnée non structurée avec de la donnée structurée. Vous avez l'historique de vos transactions, les tickets de caisse, vous allez mélanger ça avec des logs web pour regarder le parcours, avec du social pour savoir ce que vous dites sur les réseaux sociaux, et tout ça, ça va créer un profil beaucoup plus riche.
Voilà un petit peu les évolutions sur les usages le mot d'avant, le mot de la fin, c'est dire et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'effectivement les objets connectés et le flux de données qui nous arrive est en train de nous submerger. Aujourd'hui, il faut voir un truc, c'est-à-dire que il y a 4 ans, on était sur une dizaine de Tera pour l'ensemble de nos clients français, hein, alors GDF, SNCF, LCL, etc. Donc des gros clients. Aujourd'hui, on est à pas loin de 80-90. On va passer, à notre avis, le péta d'ici 2 ans, en termes de données qu'on gère pour transformer ça en connaissances pour nos clients. Donc il y a vraiment des gros volumes qui sont en train d'arriver. Les enjeux en termes d'organisation, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de bâtir, nous, chez nous. C'est d'arriver à mélanger. Alors, si vous avez une seule personne qui fait les 3, vous avez de la chance. Moi, j'ai pas. Et donc, d'avoir dans le même bureau, mais c'est vraiment dans le même bureau physiquement, hein, des gens qui vont faire du Java pour attaquer la donnée, des gens qui vont gérer les modèles, paramétrer les algorithmes de recommandation, les modèles, les modèles statistiques, etc. Et puis, quelqu'un qui va regarder tout ça, essayer de prendre un peu de recul et leur donner du sens et le transformer en action. Parce que c'est souvent le verre à moitié vide, verre à moitié plein quand on écoute les data scientists. La vie privée dans tout ça, parce que ça peut faire peur, hein, et je suis comme vous. Pour nous, on le voit comme un deal implicite, c'est-à-dire que l'individu, il est OK, il donne de l'identité, il donne de la data, il donne de l'opt-in. En échange, il attend des services, de la priorité et de l'offre. Après, si vous, Marc, vous ne respectez pas le deal, dans ce cas-là, il va reprendre ses données, il va aller voir ailleurs. Et ce deal-là, il permet au niveau du client d'améliorer la satisfaction, de générer de la prescription, c'est ce qu'on attend aussi, et au niveau de la marque, c'est d'obtenir du revenu et du ROI. Donc toute cette problématique de privacy, hein, comme le disent les Américains, il faut le voir comme un deal, il est implicite. Bon, ça serait peut-être pas plus mal de l'expliciter et de l'écrire noir sur blanc, mais quelque part, on est dans cette logique-là. Voilà, moi j'en ai fini, je vais peut-être dépasser un petit peu.